Bonsoir tout le monde, vous me recevez correctement? Alia. Bonsoir, monsieur Rebani, oui, oui, je vous entends. Voilà, donc je vous laisse la main pour faire une présentation. Je commence directement. Tu peux commencer directement. Bien. Donc je commencerai par partager mon écran. Donc je souhaite la bienvenue aux personnes qui participent en mode synchrone à ce webinaire sur l'introduction à l'Internet des objets. Donc je commencerai par partager mon écran avec vous. Et je pense que les questions seront laissées à la fin et peuvent être aussi posées sur le chat. Donc, je me présente, je suis professeur Ahmed Rabbani, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence habilité à l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Mohammedia. Donc, une expérience de 32 ans dans le domaine de l'enseignement. Donc, j'enseigne tout ce qui est réseau informatique, je suis un instructeur Cisco. Et j'enseigne aussi la matière Internet des objets. Je donne aussi des cours sur les TIS, les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, et tout ce qui est innovation pédagogique aussi pour les doctorants. Donc voilà, vous avez mes coordonnées ici, mon email, mes emails, un email personnel, un email professionnel, mon téléphone, et puis donc mes coordonnées, vous pouvez me contacter si jamais vous avez des questions à propos de l'Internet des objets. Donc, lorsqu'on parle de l'Internet des objets, ben, ça veut dire que ce sont des objets qui sont connectés et qui communiquent. Alors que les objets physiques, jadis, donc, ils étaient des objets qui n'étaient pas dotés de la connectivité. Donc maintenant, tout est devenu pratiquement connectable, ou bien wireless. C'est-à-dire là, vous trouvez des montres, vous trouvez des balances, vous trouvez des voitures, les fours, vous pouvez, les alarmes, les ampoules, donc voilà, tous ces dispositifs maintenant sont devenus connectables et donc on parle de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Il y a même maintenant les géants de l'informatique tels que Google, Amazon, et tels que Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qu'on appelle les GAFAM. Donc, ils se sont bien sûr lancés dans le domaine de l'Internet des objets. Il y a aussi le BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, donc les Chinois aussi qui se sont lancés sur ce domaine-là. Et donc, par conséquent, un objet connecté, c'est un objet qui communique avec d'autres objets, alors que ce n'était pas sa fonction première ou bien au départ. Et donc maintenant, si je prends une machine à laver, donc elle est faite pour laver des vêtements, mais maintenant elle est devenue connectée et donc on peut la commander à distance. Donc la même chose pour votre machine à café, pour votre four à micro-ondes, etc. Et donc tout ce que vous pouvez imaginer actuellement, il est devenu connectable. Juste, je rappelle une chose pour les gens qui veulent avoir mon support, enfin, ma présentation, que ce soit format PDF ou format PowerPoint. Donc, vous n'avez qu'à scanner le code QR que j'ai mis ici et j'ai mis à votre disposition sur le Drive, donc un répertoire sur lequel j'ai partagé toutes les ressources et ils sont open, c'est-à-dire ils sont gratuits. C'est une présentation que vous pouvez télécharger, que vous pouvez partager. Et donc, vous pouvez même modifier, je les mets même au format PowerPoint, et vous avez le droit de l'utiliser, de la partager, d'exploiter comme vous voulez. Et donc, je reviens sur l'Internet of Things ou bien l'Internet des objets. Donc, actuellement, tout est devenu pratiquement connecté. C'est-à-dire là, maintenant, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine automobile, les avions sont connectés, les manettes de jeu, les moyens de transport. On peut même avoir, par exemple, un cadenas qui est connecté, on peut avoir un tournevis connecté, on peut avoir tout ce que vous pouvez imaginer, il est devenu connecté. Mais le principe de l'IoT, il est fondé sur trois éléments essentiels, à savoir les capteurs. Donc là, je vous donne ici un simple exemple.
Donc là, vous avez un capteur d'humidité, par exemple, donc qu'on va insérer ici ou bien qu'on va utiliser au niveau du sol. Donc lui, il mesure, il capte la valeur de l'humidité et il transfère cette information vers un système qu'on appelle généralement un contrôleur. Donc là, vous avez le capteur, vous avez le contrôleur, et dans le contrôleur, vous avez des programmes informatiques qui vont gérer cette information pour prendre des décisions, donc pour agir sur ce qu'on appelle des actionneurs. Donc là, vous avez les capteurs, le contrôleur et puis l'actionneur. Donc l'actionneur, par exemple ici, une électrovanne qui va ouvrir un robinet pour irriguer le sol qui est, par exemple, sec et donc qui demande de l'eau. Donc ici, c'est un système très, très simplifié. Donc en résumé, comment ça marche ou bien comment ça fonctionne. Donc vous avez besoin des capteurs. Donc ce sont ou bien un capteur, c'est quoi finalement? C'est un objet qui est doté d'une ou bien d'un ou plusieurs capteurs. Donc un objet, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un objet IoT, donc finalement, il peut être soit un seul capteur, soit plusieurs capteurs, donc qui sont capables de générer une information. Cette information, on va la transférer vers ce qu'on appelle un contrôleur, qui est autour d'un programme informatique qui va, bien sûr, via une connexion, par exemple, Internet, analyser ces informations et prendre une décision pour agir sur ce qu'on appelle un actionneur. Donc, avant ce phénomène de l'IoT ou bien de l'Internet des objets, on parlait de ce qu'on appelle le M2M. Donc, lorsque vous rencontrez le terme machine to machine, M2M, donc ça veut dire, par exemple, sur une chaîne de production, donc là, il y a, par exemple, un produit, lorsqu'il arrive sur un niveau, il y a un capteur, donc qui va déclencher un autre process pour lancer une autre machine qui va effectuer une autre tâche. Donc, par exemple, votre produit ici, lorsqu'il arrive à ce niveau-là, il est contrôlé par cette machine. Est-ce que tout est bon? OK, on va le faire passer vers un autre niveau. Et donc, c'est comme des machines qui communiquent directement entre elles. Et donc, c'est ce qu'on appelait vers les années 80, le M2M. C'était ça un peu l'évolution de l'Internet, enfin, c'est-à-dire le début de l'Internet des objets. Mais maintenant, le M2M, il est considéré comme un sous-ensemble des objets connectés. Donc là, bien sûr, les capteurs, donc il y a sont comme on a dit, des appareils qui détectent un événement dans un environnement physique. Et donc, ils génèrent des signaux électriques ou optiques généralement. Donc, si je prends comme nous avons au niveau de Cisco NetAcad donc un simulateur qu'on utilise souvent. C'est un excellent simulateur, donc je vais lancer tout de suite. On appelle le Cisco Packet Tracer. Donc c'est un simulateur qui vous permet qui est conçu d'une manière très très didactique et très pédagogique, qui vous permet de simuler le fonctionnement. Donc là, vous voyez, lorsqu'on lance le simulateur Packet Tracer, donc là, si je pars ici sur les End Devices ici, donc là, vous voyez, là, vous avez ce qu'on appelle la Smart Home. C'est-à-dire maintenant, les objets connectés, on les utilise soit au niveau domotique, c'est-à-dire au niveau de la maison, soit au niveau des usines ou bien au niveau des villes. Donc, on parle de ce qu'on appelle la Smart City. Il y a même au niveau de l'industrie, donc on parle de la Smart Industrie. Et même au niveau, par exemple, de ce qu'on appelle les smart grid, au niveau des réseaux électriques. Et donc, je commencerai par vous donner quelques exemples ici au niveau de la smart home. Donc, vous voyez, par exemple, là, donc là, vous avez un certain ensemble d'objets qui existent sur ce simulateur qui nous permettent de simuler le fonctionnement. Donc là, vous avez, par exemple, un conditionneur d'air, un AC. Donc, ça, c'est-à-dire là, c'est un système de chauffage qui peut chauffer ou bien qui peut refroidir. Donc, c'est un climatiseur en quelque sorte. Donc, dont la fonction principale, c'est de climatiser la salle, mais elle est connectée. Donc, on peut le connecter via le sans fil ou bien via le câble. Ça dépend de ce que vous optez
comme moyen de connexion et vous pouvez le connecter à distance. Donc, vous avez par exemple votre machine à café, vous voyez, donc là, la machine à café, donc maintenant, la tâche principale, c'est de nous préparer du café, mais on peut toujours programmer ça à distance. D'ailleurs, je vais essayer de revenir, bon, je vais essayer de lancer. Alors, là où je suis, donc, j'ai plusieurs caméras. Alors là, alors, je vais essayer de changer de caméra. Hein. Donc, vous voyez ici, je vais vous montrer par exemple ça, c'est une prise électrique. Vous voyez. Donc, elle a été conçue par une société marocaine. Même la carte, elle a été développée ici parce que le plus important, c'est la carte. Donc, quand qu'on va commander à distance, et puis vous avez tout ce qui est plastique pour avoir la prise électrique. Et donc cette prise électrique, elle est devenue une prise qui nous permet de connecter ou bien de rendre n'importe quel objet qui est classique, qui est connecté. Et c'est une prise qui peut, vous voyez, qui se connecte sur le Wi-Fi de 2,4 GHz et il peut sortir un courant de 16 ampères et il peut, c'est-à-dire là, alimenter une charge jusqu'à 3680 watts. Donc voilà un peu une idée. Donc là, avec cette prise-là, je peux rendre ma machine à café connectée. Donc je reviens sur mon simulateur. Voilà, donc vous avez une machine à café. Bien sûr, tout ça, il a besoin d'une alimentation, d'une batterie. Et c'est ça le grand problème au niveau des objets connectés. Il faut qu'ils consomment peu d'énergie. Et donc, il y a des technologies qu'on verra tout à l'heure qui nous permettent de réduire cette consommation de l'énergie parce qu'on souhaite à ce que l'objet soit autonome le plus longtemps possible. Donc là, vous avez par exemple un haut-parleur ici, qui est une enceinte haut-parleur qui va reproduire le son, mais qu'on peut connecter surtout en Bluetooth. Donc là, vous avez un autre capteur de dioxyde de carbone. Voilà, un capteur de dioxyde de carbone. Vous avez ici un monoxyde de carbone. Vous avez ici un ventilateur connecté. Vous avez un ventilateur connecté. Vous avez une porte connectée. Donc là, cette porte, bon, j'appuie sur Alt. Vous voyez, ici, j'ouvre la porte. J'appuie sur Alt encore. Je ferme la porte. Et vous avez aussi, si vous appuyez ici sur le vert là, le cadenas, il devient en rouge. Donc, je ne peux pas l'ouvrir maintenant, il est fermé. J'appuie sur Alt et puis je clique ici, ça devient en vert. Ça veut dire que la, la serrure, elle est ouverte et on peut ouvrir la porte. Donc, si vous cliquez sur l'objet, donc vous avez toutes les informations ici, comment connecter, comment ouvrir manuellement ou bien à distance, etc. Donc, vous voyez, en faisant le Alt-clic au niveau du clavier, je peux ouvrir ou bien fermer la porte. Et c'est expliqué en français, en anglais, et donc c'est vraiment très, très didactique. Donc là, c'est un moyen de chauffage avec de l'huile, donc c'est le système de chauffage à huile, mais qu'on peut aussi connecter. Là, vous avez une porte de garage, vous avez une sirène. Donc là, c'est le haut-parleur, c'est exactement comme le premier, sauf avec d'autres technologies. Donc, vous voyez ici, par exemple, vous avez un sprinkler, c'est-à-dire là, un jet d'eau. Donc là, vous avez une lampe. Vous voyez, vous avez ici un capteur de mouvement. Vous avez un lecteur de musique portable. Vous avez ici un power meter, c'est-à-dire un compteur d'énergie. Et vous avez, par exemple, une sirène ici. Donc, il y a plein d'objets. Donc là, c'est un détecteur de fumée. Là, c'est un panneau solaire. Donc, bien sûr, maintenant, la combinaison du solaire avec les objets, ça devient à la mode, surtout lorsqu'on est dans des sites vraiment très éloignés ou bien inaccessibles, dans des forêts, des montagnes, à la campagne, dans des pays qui ne sont pas électrifiés. Et donc, la solution solaire, ça devient quelque chose
de très très important pour le déploiement de solutions, et surtout lorsqu'on combine ça avec maintenant la connexion par satellite telle que Starlink. Donc il y a Nord qui a levé la main, je ne sais pas quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui ont levé la main. Bark El Fatin aussi. Alors, voilà, bon. En tout cas, s'il y a des questions, vous pouvez les poser sur le chat et on essaiera de répondre à la fin. OK? Ah, d'accord. Au niveau de la participation, oui. Alors là, peut-être au niveau du partage. Alors, je vais arrêter le partage et partager à nouveau. Apparemment, oui. Et il y a, donc là, je dois partager l'écran. Tout à l'heure, je vais partager juste. Voilà, donc, voilà, donc, pardon. Donc, effectivement, il y avait un petit problème. Tout à l'heure, je n'ai pas partagé la partie de l'écran. Donc, j'avais partagé la présentation PowerPoint. Donc, je m'excuse. OK. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, donc, lorsque je lance le simulateur Packet Tracer, donc là, vous revenez, on vient sur les End Devices ici, puis sur Smart Home, et puis vous avez plein d'objets connectés qu'on peut manipuler. Donc je disais, donc il y a le panneau solaire, et il y a ici un détecteur de fréquence, vous avez d'autres objets, un détecteur de température, ou bien un moniteur de température, vous avez ici un détecteur du niveau d'eau, vous avez un détecteur de niveau d'eau, ici de la pluie, donc la pluviométrie. Vous avez ici une caméra. Vous avez ici une girouette qui va mesurer le niveau ou bien la vitesse du vent. Et puis vous avez ici une fenêtre qu'on peut ouvrir ou bien fermer à distance. Donc tout ça, ce sont des objets qu'on peut trouver chez nous à la maison et donc sont des objets dédiés beaucoup plus à ce qu'on appelle la domotique. Et quand vous avez aussi au niveau d'une ville intelligente, donc je vais effacer tout ça. Donc je vais effacer tout ça. Et puis je vais aller sur le Smart City. Donc au niveau de la Smart City, on va trouver surtout la partie Bluetooth, c'est-à-dire là des unités qui sont capables de diffuser des connexions de type Bluetooth. Et puis vous avez surtout les capteurs de dioxyde de carbone. Vous avez par exemple des véhicules qui bougent, qui sont connectés. Vous avez du RFID. Vous avez aussi des capteurs des lecteurs RFID. Donc là, pour le contrôle d'accès, vous avez l'éclairage, vous avez les lampadaires solaires, enfin les lampadaires de lumière, c'est-à-dire là l'éclairage public. Vous avez aussi des girouettes pour mesurer. Donc, un exemple d'objet qu'on peut utiliser au niveau de la ville intelligente. Donc, au niveau de la smart industrie, c'est-à-dire les usines, on va retrouver pratiquement la même chose, sauf en plus, par exemple, une sirène comme ça. Donc là, c'est un objet, pardon, c'est un détecteur de feu. Donc là, c'est un détecteur de feu. Ça, c'est un extincteur. Donc qui va émettre un jet d'eau, bien sûr qu'on va commander à distance. Vous avez des sirènes, vous avez tout ce qui est RFID, vous avez aussi par exemple un capteur de passage, donc il va un émetteur et un récepteur de rayons laser ici, ou bien infrarouge, et donc une fois qu'il y a passage, on détecte qu'il y a le passage. Donc là, tout ça, ce sont vous avez aussi des éoliennes. Là, c'est qu'on utilise au niveau de. Donc, bien sûr, il y a l'énergie solaire et il y a l'énergie éolienne. Donc, ce sont des éoliens qui vont générer de l'électricité grâce à la vitesse du vent. Mais maintenant, les éoliens sont devenus connectés. Et donc, vous voyez, au niveau de la smart industrie, on crée pas mal de dispositifs qui sont connectés qui peuvent être utilisés soit au niveau domotique, soit au niveau carrément industrie ou bien smart city. Et là, vous avez tout ce qui est smart grid
Et donc, maintenant, le réseau électrique, il est devenu quelque chose qui est intelligent, qui est commandable à distance. Ne serait-ce que les centrales de production d'énergie, on peut les commander à distance parce qu'au niveau de la production de l'énergie électrique, il y a un grand défi à relever, c'est celui de ce qu'on appelle l'offre et la demande. C'est-à-dire là, il faut produire selon, parce que le grand problème au niveau de l'énergie électrique, c'est le stockage. Donc, on ne peut pas stocker cette énergie. Donc, s'il est diffusé en excès sur le réseau électrique, bien sûr, ça va provoquer des explosions ou bien ce qu'on appelle un délistage. Et donc, il faut vraiment équilibrer entre la demande et l'offre et la demande. Et donc, là, l'Internet des objets, donc les centrales électriques sont devenues des objets connectés ou bien des centrales, des usines de production connectés qu'on peut commander, contrôler à distance à partir de ce qu'on appelle un centre de dispatching. Donc, dans n'importe quel pays, maintenant, il y a des centres de dispatching. Donc, je vais revenir sur ma présentation. Alors, tout à l'heure, où est-ce que j'étais là? Non, c'est pas là. Où est-ce que j'avais là? Voilà. Donc, j'étais à ce niveau-là. Donc, j'étais en train de parler des capteurs. Maintenant, il y a les actionneurs. Donc, les actionneurs, ce sont des objets qui agissent. Donc, ils reçoivent une commande. Donc, bien sûr, la commande, ils la reçoivent du contrôleur parce que tout à l'heure, je disais que donc, les éléments essentiels, c'est vous avez le capteur qui génère l'information, il l'envoie vers le contrôleur et le contrôleur va prendre une décision, il va agir sur un actionneur. Donc, cet actionneur, généralement, ça peut être un relais, ça peut être un moteur, ça peut être... bon, généralement, ce sont des moteurs, des relais, c'est-à-dire là, des machines ou bien des objets qui génèrent une action. Parce qu'un moteur, finalement, à partir d'une rotation, peut générer un mouvement de translation, et ainsi de suite. Et donc, bien sûr, les contrôleurs les plus utilisés, surtout les cartes microcontrôleurs. Alors, ces cartes-là, donc, sont des cartes parce que là, pour commander, par exemple, un relais ou bien un moteur, on n'a pas besoin d'installer complètement un PC. Donc là, il faut utiliser des cartes qui ne coûtent pas cher et qui jouent le rôle. Parmi ces cartes qu'on utilise beaucoup, on trouve surtout les cartes Arduino. Donc là, vous voyez, Arduino. Donc, vous pouvez, ou bien des cartes comme Raspberry, et il y a d'autres cartes qu'on appelle, en tout cas, on les appelle les MCU. Donc là, sur le simulateur Packet Tracer, donc là, je vais revenir sur le... Là, vous voyez ici les composants. Et là, vous avez... Bon, je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer. Voilà. Et je vais mettre en place ce qu'on appelle les MCU. Alors là, vous avez deux types. Donc, soit ce qu'on appelle des cartes microcontrôleurs, ce qu'on appelle un MCU, soit vous avez un SBC. Donc, le MCU, c'est Microcontroller Unit. Donc, c'est une unité microcontrôleur. Alors que donc, bon, je vais revenir là. Donc là, vous avez, d'ailleurs, je vais essayer d'utiliser, par exemple, ma tablette graphique pour expliquer. Et ma tablette graphique aussi, c'est un objet connecté. Hein. Donc là, je reviens sur ma caméra ici. Alors là, je vais changer de caméra complètement. Donc, je vais essayer d'utiliser une autre caméra. Là, OK. Donc là, j'ai ma propre caméra, la caméra de mon PC. Je vais, voilà, c'est-à-dire là, je suis là dans mon bureau et là, je vais utiliser ma tablette graphique. Et cette tablette graphique, elle est liée avec mon PC en Bluetooth. Donc là, j'ai la clé ici Bluetooth, vous voyez, là, j'ai ma clé Bluetooth là.
Et donc, la tablette graphique, il est liée avec le Bluetooth. Et donc, avec mon stylet, je commence à écrire ici. Et donc, ça, c'est un exemple typique de l'Internet des objets. Donc, ma tablette graphique, je vais l'utiliser au lieu d'expliquer, par exemple, sur un tableau. Donc, je vais commencer à écrire sur ma tablette graphique. Donc là, je vais revenir sur ma présentation PowerPoint. Et là, je vais commencer à commenter. C'est-à-dire là, on a dit le MCU. L'Arduino, c'est une... Alors là, je dois choisir le stylet. Là. Donc le MCU. Je n'ai pas allumé. Là. Donc là, le MCU, ça c'est une carte microcontrôleur. Et en bas, vous avez un Raspberry. Alors la différence, c'est que le Raspberry, je peux carrément installer un système d'exploitation tel que Linux pour Raspberry. Et donc, c'est un système beaucoup plus développé. Par contre, la carte Arduino, c'est une carte ici, là voilà. Donc, il possède des entrées analogiques, comme il possède des entrées ou bien des sorties qui sont numériques. Et donc, on peut commander, enfin, on peut configurer cette carte comme on veut pour faire un traitement. Donc, il y a un environnement de développement intégré, on appelle l'IDE. Donc là, on peut aller sur Internet. Je peux aller ici sur Internet et je peux taper juste Arduino. Donc, Arduino. Voilà, donc ça me mène directement sur la arduino.cc. Donc, et voilà, on est sur le site de l'Arduino et je peux télécharger tout ce qui est software, tout ce qui est... Donc, il y a un environnement de développement qu'on appelle l'IDE. Donc là, sur le software, vous pouvez aller et puis télécharger. C'est gratuit, c'est open source. Donc là, vous pouvez télécharger l'Arduino IDE pour votre carte Arduino. Sinon, il y a donc sur le simulateur Packet Tracer, je peux aussi connecter, c'est-à-dire là, simuler le fonctionnement de mon Arduino. Vous avez aussi, alors où est-ce que, voilà, je reviens là. Vous avez ici un autre environnement, moi, que je trouve que j'utilise beaucoup aussi, ce qu'on appelle le Thinkercad. Alors, Thinkercad, c'est une plateforme, vous voyez, donc, bon, je peux, c'est-à-dire me connecter en tant qu'enseignant, comme ça, je peux créer une classe, et puis il y a les étudiants qui s'inscrivent sur cette classe-là, ou bien je un compte personnel normal, je continue avec mon compte Google, par exemple, et voilà, je me connecte à la plateforme qui est réalisée par Autodesk. Donc, c'est une solution de Autodesk. Vous voyez là, j'ai quelques exemples ici. Donc là, vous avez votre, par exemple là, vous pouvez concevoir votre circuit. Donc, vous avez une breadboard ici, une carte sur laquelle vous pouvez prototyper, hein, vous voyez, votre solution. Donc, votre carte Arduino, voilà, vous avez ici le circuit. Je peux l'éditer. Voilà, j'ai réalisé donc le circuit. Et puis, je peux lancer la simulation. Et voilà, donc vous voyez, ça c'est un programme qui fait clignoter par exemple une LED. Donc à partir de ma carte Arduino, donc j'ai le code ici sur le microcontrôleur, parce que là, ça c'est ce qu'on appelle le microcontrôleur. Alors, et toute la carte, c'est le MCU, c'est l'unité microcontrôleur, parce qu'on on a interfacé ce microcontrôleur et on a dégagé vers l'extérieur sur la carte les inputs, les outputs, etc. Donc, vous voyez, je peux arrêter la simulation et voir le code. Donc, et là, vous avez le code en C++. Vous voyez là, par exemple, pin mode, donc la touche, la borne 13 que j'ai liée ici. Là, vous voyez ici la borne 13. Donc, je l'ai configurée en mode output. Okay. Après, dans la loupe, donc digital write. Donc là, je vais écrire sur la borne 13.1.1. Je vais lancer une temporisation de 1000 millisecondes.
Et puis, je vais écrire l'état 0 pendant 1000 millisecondes et la boucle tourne à l'infini. Et donc, comme ça, mon système va clignoter à l'infini. Et voilà. Donc là, je peux cacher la partie code. Donc voilà, c'est une plateforme qui est open source, qui est gratuite, qui vous offre la possibilité de simuler le fonctionnement de pas mal de choses. OK? Donc voilà, donc je peux revenir sur mes circuits. Donc là, par exemple, ça c'est un autre exemple avec lequel je vais simuler le fonctionnement d'un feu rouge complet. Donc là, je vais éditer la solution, voilà le code. Donc là, bien sûr, vous avez ici des résistances, des LED, des boutons poussoirs, des potentiomètres, etc. Donc tout ça. Bon, pour réussir dans le domaine de l'IoT, il faut un peu d'électronique. Et puis, bien sûr, avec l'informatique, le développement, vous aurez vraiment un profil adéquat ou bien parfait pour exceller dans le domaine de l'Internet des objets. Donc là, si je lance la simulation, regardez bien donc, ce que ça donne. Voilà, c'est le vert. Donc après, c'est l'orange. Après, c'est le rouge. Donc voilà, ça, c'est le fonctionnement d'un feu rouge. OK? Donc là, après, on peut compléter. Normalement, si ça s'allume ici en vert, il faut que ça s'allume ici en rouge. Donc, vous voyez, là, il faut juste aller sur le code. Donc là, on a développé juste un côté, c'est-à-dire un panneau de feu rouge. Ben, il suffit de dupliquer ce code-là et de l'adapter par rapport aux sorties adéquates pour avoir le code adéquat. OK? Donc voilà, vous avez bien sûr ici la possibilité de développer le code soit en mode en C++, quand vous avez la possibilité de le faire en ce qu'on appelle le block-lay. Donc il y a plein de modes. Donc arrêter la simulation. Et voilà, donc là, vous voyez ici, en mode bloc, donc là, ça se transforme en block-lay. Donc block-lay, c'est un environnement de développement très très simple et très basique de Google et qui vous permet c'est-à-dire là, vous n'êtes pas obligé d'être un expert en développement pour pouvoir développer des solutions pour l'Internet des objets. Donc vous voyez, from scratch ou bien avec Scratch, on peut faire pas mal de choses, aussi avec Blockly. Sinon, pour les gens qui sont habitués à développer, ben, vous n'avez qu'à passer en mode texte et pour avoir le code directement en C++. Donc voilà un peu une idée sur cette plateforme-là qu'on peut utiliser, c'est-à-dire gratuitement et pour... donc ça, c'est le MCU. Et c'est ce que vous avez sur le simulateur Packet Tracer. Et ça, c'est ce qu'on appelle un Raspberry. Là, c'est un Raspberry. Ici, c'est un Raspberry. Donc le Raspberry, il offre beaucoup d'avantages parce qu'il permet de simuler, enfin d'installer complètement un système d'exploitation et d'avoir un système complètement autonome. Alors là, je rappelle donc, il y a le côté des capteurs, et il y a le côté des actionneurs. Donc un capteur de température, un bouton poussoir, un capteur de lumière, un potentiomètre. Donc ce sont les capteurs qui génèrent les données. Ces données-là, ils peuvent être soit de type analogique, soit de type numérique. Alors bien sûr, qui dit analogique, ça veut dire qu'il va générer un signal continu, comme ça, par exemple, dans le temps. Par contre, lorsque je vais parler d'un système numérique, il va générer des signaux de type tout ou rien, c'est-à-dire soit l'état 0, soit le niveau bas ou bien le niveau haut, ce qu'on appelle une information de type numérique, alors qu'une information de type analogique, c'est une information qui est continue dans le temps. À chaque instant, il a une certaine valeur. Donc, on génère, à partir des sensors ou bien des capteurs, on va générer les données vers les cartes contrôleurs. Et les cartes contrôleurs, ils vont agir soit avec une sortie analogique ou bien une sortie digitale ou bien numérique sur des actionneurs. Donc, on peut commander un moteur pas à pas, on peut commander un buzzer, on peut commander une LED, comme ce qu'on vient de voir, et ainsi de suite. Donc voilà, sauf ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'au niveau de l'Internet des objets, nous avons deux mondes. Nous avons ce qu'on appelle le monde industriel. Donc il y a des solutions qui sont dédiées pour l'industrie.
il y a des solutions IoT qui sont dédiées pour le grand public. Donc là, le Consumer IoT ou bien Industrial IoT. Donc le IIoT, bon, l'IoT pour l'industrie, c'est le terme qu'on rencontre, c'est le IIoT. Donc c'est l'IoT pour l'industrie. Et donc maintenant, surtout dans le domaine, par exemple, de la santé, de la télémédecine, l'agritech, maintenant l'agriculture, vraiment, il est devenu très, très connecté. Et d'ailleurs, les géants tels que Microsoft, AWS, c'est-à-dire Amazon, Google, même de l'autre côté, les Chinois, ils développent des solutions extraordinaires pour tout ce qui est agriculture. Donc, pour le grand public, maintenant, on peut trouver des smartwatches, on peut trouver des TV, des smart TV, on peut trouver. Donc, l'essentiel, donc, c'est ce qu'on appelle de l'IoT, tout court pour le grand public. Mais le IIoT, c'est-à-dire l'IoT pour l'industrie, c'est destiné pour des solutions dans le domaine de l'industrie. Et vous avez aussi l'application, c'est-à-dire les domaines les plus prisés actuellement. Voilà, vous avez ici, je cite un peu les différents domaines dans lesquels on trouve des objets connectés et surtout dans le domaine de la santé, comme on vient de dire, dans le domaine aussi du transport, maintenant les véhicules et tout, les bateaux, les avions, tout est devenu connecté et donc contrôlé à distance. Même on parle aussi dans le domaine des bâtiments, donc maintenant les bâtiments sont devenus intelligents, les ascenseurs connectés, la clim connectée, la mesure d'autres paramètres de pression, de, je sais pas, les capteurs pour mesurer la détection du feu et ainsi de suite. Et donc les usines qui sont connectées, donc des chaînes de production, plein de robots, donc la robotique maintenant, et on parle même de la cobotique, c'est-à-dire là des robots qui collaborent entre eux et qui prennent des décisions en fonction des situations. Et bien tout ça, c'est grâce à l'Internet des objets. Et puis vous avez les villes intelligentes, les smart homes. Maintenant, les parkings, on peut mesurer la pollution de l'air, on peut prendre des décisions pour gérer le trafic routier au niveau de la ville. Donc tout ça, c'est grâce à l'Internet des objets. Vous avez aussi l'énergie, comme on vient de dire, surtout pour l'éclairage public, pour les villes. Maintenant, c'est aberrant de laisser les lampadaires allumés alors qu'il fait jour, ou bien il y a même maintenant des lampadaires qui sont intelligents, qui ne s'allument que s'il y a vraiment des personnes qui passent ou bien des véhicules qui passent. Et donc, comme ça, on peut économiser l'énergie. Parce que l'avenir, il est basé maintenant sur la production, surtout agricole. Il faut produire d'une manière, pas uniquement en quantité, mais en qualité. Donc, il faut mesurer aussi la qualité des produits. Et tout le monde maintenant se dirige vers tout ce qui est bio. Et donc, il faut vraiment mettre en place des solutions qui sont très efficaces, qui ne sont pas énergivores, ça veut dire qu'ils ne consomment pas trop d'énergie. Et puis, il faut aussi satisfaire ou bien répondre aux besoins de tout le monde pour alimenter tout le monde. Et donc, l'énergie, l'environnement, l'agriculture, c'est vraiment des milieux d'utilisation idéal pour tout ce qui est Internet des objets. Donc voilà une idée un peu sur 2025, c'est-à-dire c'est 79 zeta-octets, donc on ne parle pas ni de gigaoctets ni de teraoctets, mais on parle de zeta-octets qu'il faut que les objets vont générer, et donc on parle du big data. Donc voilà, donc et surtout l'IoT en B2C ou bien B2B, et donc tout ce qui est smartphone, tout ce qui est enceinte connectée, tout ce qui est domotique, tout ce qui est wearable, donc tout ça c'est de l'IoT c'est-à-dire business to consumer, c'est-à-dire les entreprises qui font du business directement avec le particulier ou bien avec l'utilisateur final, donc le consommateur. Par contre, il y a un autre domaine aussi, surtout l'IoT B2B, donc business to business. Donc lorsque, par exemple, Cisco il développe des solutions pour les villes intelligentes, ben, si je prends le cas du Maroc, donc certainement, il faut trouver, par exemple, on peut représenter ou bien présenter la solution de Cisco, ou bien d'IBM, ou bien d'Amazon, ou bien de Microsoft, ou bien d'autres fabricants.
et donc sur le marché marocain pour répondre à des besoins, surtout lorsque vous avez des appels d'offres dans le domaine de tout ce qui est smart city, tout ce qui est smart building, tout ce qui est industrie, tout ce qui est agritech, tout ce qui est logistique, tout ce qui est retail, etc. Donc tout ce qui est médecine ou bien dans le domaine de la santé. Ainsi. Donc il y a vraiment du pain sur la planche pour pouvoir exploiter tout ça. Donc vous voyez, c'était en 2021, 94% des entreprises utilisaient. Bon, ça c'est un slide que j'avais avant 2021, mais maintenant, c'est-à-dire en 2021, pratiquement 94% des entreprises utilisent des objets connectés. Donc voilà, je reviens. Donc, vous avez ici sur ce slide-là, je regroupe un peu différents types de capteurs. Donc, il y a des capteurs qui captent la couleur. Vous avez des capteurs qui captent la distance, la température, la pulsation. Donc, vous avez les caméras pour la vision, vous avez des capteurs de proximité, des capteurs de niveau, des capteurs de son, la lumière, l'orientation pour les gyroscopes, les capteurs de fumée, de gaz, etc., les capteurs de mouvement. En tout cas, si vous cliquez sur ce lien-là, vous pouvez avoir une démo qui vous explique. Mais on n'a pas. Alors, vous avez un objet vraiment que j'utilise personnellement dans mon cours avec mes étudiants. Moi, j'enseigne, donc je donne ce cours Internet des objets à des élèves ingénieurs. Donc, c'est-à-dire, ils ont un bac plus 3 ou bien un bac plus 4. Donc, ça dépend du niveau. Et j'utilise beaucoup plus le smartphone pour vraiment, d'ailleurs, il y a même maintenant un phénomène qu'on appelle la smartphonique. Et donc, le smartphone que vous avez entre les mains, c'est vraiment c'est un bijou, hein, il est très riche de capteurs. Donc, il y a ne serait-ce que le microphone. Le microphone, c'est un capteur de son. Vous avez il peut mesurer la pression, il peut mesurer la proximité, un capteur la température, il peut mesurer l'accélération, c'est-à-dire le gyroscope. Vous avez la caméra arrière, la caméra avant. Il peut mesurer le degré de l'éclairage en lumens, donc un capteur de lumière. Donc il y a un magnétomètre, il y a un GPS, l'écran qui est tactile. Donc tout ça, ce sont des objets que vous avez sur votre smartphone. Et donc, vous pouvez installer ou bien lancer, par exemple, sur Play Store, vous pouvez mettre juste Sensor Test ici, et vous allez trouver pas mal d'applications qui vous montrent un peu, si vous l'installez, il va, vous voyez, des applications locales que vous pouvez installer sur votre smartphone, et puis vous pouvez exploiter ces capteurs-là pour réaliser des tâches programmées. Par exemple, j'ai besoin de développer une application IoT pour tout ce qui est gyroscope. Ben, je peux utiliser le gyroscope que j'ai au niveau de mon smartphone au lieu d'aller chercher ou bien acheter carrément un capteur. J'ai besoin de développer une application, par exemple, pour tester tout ce qui est empreinte digitale. Ben, je peux utiliser aussi le capteur que j'ai au niveau de mon smartphone. Et puis, bien sûr, avec des API, vous pouvez récupérer l'information et puis faire les traitements avec votre application. Vous avez donc le Wi-Fi, la 4G, le Bluetooth. Tout ça, ce sont des choses qui sont disponibles au niveau de votre smartphone. Donc, le smartphone, c'est un objet c'est un objet déjà, lui, c'est un système complet qui est doté de pas mal de capteurs, qui est connecté et qu'on peut exploiter pour tester. Et il y a des cours maintenant qu'on donne sur comment utiliser le smartphone en tant qu'objet didactique et pédagogique pour apprendre des concepts, donc ce qu'on appelle la smartphonique. Donc voilà, je reviens donc sur tout ce qui est santé, tout ce qui est. Donc là maintenant, regardez bien vous voyez maintenant vous avez des chaussures qui sont intelligentes, vous avez des classes, pardon, excusez-moi. Voilà, vous avez des lunettes qui sont intelligentes. Vous pouvez tracer le mouvement de pas mal de choses. Vous avez même, maintenant, vous voyez les smartwatches, vous avez la possibilité c'est-à-dire de relever les empreintes, de payer grâce à la main.
il y a plein de choses. Les vêtements intelligents, les vêtements connectés. Donc maintenant, avec les sportifs, par exemple, parfois ils s'habillent par des vêtements intelligents et en temps réel, les coachs sont capables de suivre l'état de santé de chaque sportif. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des joueurs sur le terrain, ben, s'ils portent des vêtements qui sont connectés, on peut savoir l'état de santé de chacun. Et donc, c'est ce qui est à la mode et c'est grâce aux solutions IoT. Donc, bien sûr, les actionneurs, j'avais déjà parlé, ce sont des éléments qui peuvent agir. C'est-à-dire là, un moteur, par exemple, il peut ouvrir ou bien fermer une porte. Une machine à café peut préparer du café. Un compresseur peut générer c'est-à-dire là, climatiser la salle et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est grâce à l'Internet. Mais la solution, c'est-à-dire un schéma un peu très simplifié. Donc, il y a ce qu'on appelle la couche des appareils. Donc, tout ce qu'on vient de voir, ces appareils-là, voilà, ils sont connectés vers des contrôleurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle la partie fog computing. Donc, parce que là, on parle du fog computing et du cloud computing. Donc, le fog computing, c'est une solution qui est proche. Donc, le fog, bon, ce qu'on appelle en arabe dabab, le cloud, c'est sahab. Donc, c'est-à-dire le brouillard. Donc, le fog, c'est le brouillard, quelque chose qui est à côté, qui est devant nous sur Terre, qu'on peut traverser. Et donc, toutes les solutions qui sont à proximité, donc c'est la liaison juste entre les appareils et les contrôleurs. Donc, c'est le fog, c'est une solution fog computing. Et donc, bien sûr, pour aller sur le cloud, surtout au niveau des data centers, il faut passer par surtout des routeurs et par des connexions Internet. Bien sûr, là, j'ai besoin de l'information. Par exemple, je suis chez moi, je peux commander, par exemple, la clim, je vais démarrer la clim dans ma chambre avant d'arriver chez moi. Ben, je peux, c'est-à-dire là, ma clim, elle est connectée à un contrôleur au niveau de ma maison, mais moi, je suis quelque part dans mon bureau, donc je peux toujours, via Internet, commander la clim. Et comme ça, lorsque j'arrive chez moi à la maison, je trouve que ma maison, par exemple, est déjà climatisée, alors que si j'avais laissé la clim fonctionner toute la journée, bien sûr, je vais consommer beaucoup d'énergie et je vais payer trop cher. Et, par exemple, je peux lancer la machine à laver juste le temps d'arriver. Donc, une demi-heure avant, je vais lancer à partir de mon bureau ma machine à laver. Et puis, en arrivant, je vais trouver que mes vêtements, ou bien même, ça a été lavé. Et puis, voilà, donc il y a plein de. Donc voilà un peu la solution. Vous avez donc les appareils et puis qui sont connectés à des contrôleurs, surtout soit Arduino, soit Raspberry, soit SP32. Donc il y a plusieurs cartes microcontrôleurs et puis ces cartes-là elles sont connectées aussi vers Internet via des routeurs pour aller stocker l'information au niveau des data centers. Donc voilà un peu l'architecture simplifiée. Donc là vous avez les topologies qui existent, donc comme on a soit des capteurs qui sont liés à des microcontrôleurs ou bien des contrôleurs et qui agissent directement. Ces contrôleurs agissent directement sur les actionneurs. C'est ce qu'on appelle une solution fog computing. Alors actuellement, vous avez surtout les connexions sans fil, tout ce qui est Bluetooth, tout ce qui est d'autres technologies sur ce qu'on appelle LoRa, Sigfox. Donc toutes ces technologies, l'objectif c'est d'avoir des capteurs qui se connectent, pas comme sur le slide d'avant, se connectent par une connexion filaire, mais là c'est des connexions sans fil. Surtout par exemple le Bluetooth avec la norme 802.15. Et donc là, ces objets sont connectés vers des contrôleurs qui deviennent de plus en plus IP. Donc, ils sont connectés. Et puis, ces contrôleurs, ils agissent sur des actionneurs à distance. Vous observez bien, la connexion, maintenant, il est devenu sans fil. Bien sûr, lorsque je parle de sans fil, ce n'est pas le Wi-Fi exactement. Ça peut être du Bluetooth, ça peut être du Zigbee, ça peut être. Donc, il y a plusieurs technologies. Et donc, ces contrôleurs via IP, enfin, qui sont IP, se connectent via des routeurs sur Internet pour aller sur le cloud. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous venez vous connecter sur le cloud pour voir l'interface ou bien les résultats des données. Donc, si je prends par exemple ici donc un aéroport, par exemple là, il y a des avions qui sont sur les pistes, ben, on peut avoir des informations juste au niveau local. Donc, c'est du fake computing. Donc, j'ai pas
besoin d'envoyer tout ça sur Internet vers, par exemple, un data center, mais c'est le résultat d'un traitement qui est fait localement que je vais envoyer vers le, le stockage ou bien vers mon data center à distance. Et comme ça, je peux avoir l'information. D'accord. Donc voilà, donc on peut avoir beaucoup de solutions fog computing, donc au niveau local. Et après, via Internet, on peut se connecter vers des data centers pour aller sur le cloud computing. Donc voilà, vous avez plusieurs modèles de communication. Donc là, il me reste pratiquement 10 minutes. En tout cas, la présentation elle est assez détaillée pour les gens qui sont intéressés. Et vous pouvez la télécharger, la consulter en détail. Donc je vais sauter pas mal de choses. Donc l'essentiel pour moi, c'est ça. C'est-à-dire vous avez des objets, I think, donc qui contiennent généralement un microcontrôleur plus du code, et puis le capteur, et puis le bloc d'alimentation, et puis même l'actionneur. Et tout ça, il communique via des technologies, enfin via surtout des liaisons maintenant sans fil, telles que le Bluetooth Low Energy, le BLE, on appelle le Bluetooth Low Energy, avec une gateway, et puis ces gateways peuvent agir sur d'autres objets, ou bien ils peuvent remonter l'information vers le cloud. Et vous, en tant qu'utilisateur, via votre mobile ou bien via une application web, vous venez voir exploiter le résultat à partir de ces bases de données ou bien de ces données qui sont stockées au niveau des data centers. Et donc, c'est ça, grosso modo, une solution IoT, comment exploiter. Donc là, il y a beaucoup de plateformes qui sont disponibles, ne serait-ce que Microsoft Azure, AWS, Amazon, Google Cloud, ThingWorks, vous avez HP, Cisco, Oracle. Donc voilà, vous avez Blink, vous avez Adafruit, IFTTT, donc IBM Watson, ThinkSpeak, MathWorks, Cayenne. Donc là, il y a plein de solutions sur le marché. Donc, ne serait-ce qu'en regardant ces labels ici, vous pouvez aller chercher sur Internet et puis vous allez trouver la réponse. Donc, l'essentiel, il y a des fabricants ou bien des éditeurs de solutions dédiés à l'Internet des objets, surtout Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud. Donc là, voilà des plateformes que vous pouvez consulter. Il y a même la possibilité de faire des tests gratuits. Il y a les manufacturiers, c'est-à-dire des fabricants de matériel, surtout pour l'Internet des objets. Donc les manufacturiers les plus connus sur le marché, surtout, par exemple, vous avez IBM avec Bluemix et Watson. Vous avez Dell. Vous avez aussi Cisco, c'est un géant, un grand fabricant de l'Internet. On parle même de l'Internet of Everything. Et vous avez des acteurs neutres qui peuvent développer des applications ou bien des plateformes open source, ne serait-ce que Eclipse, par exemple, qu'on pourra voir avec Mosquito. Donc, vous avez pas mal de plateformes qui sont disponibles. Donc, et vous pouvez même concevoir votre écosystème IoT local, donc en faisant appel à des solutions comme ce qui est affiché ici. Donc voilà, maintenant on parle de l'Internet, chez Cisco on parle de l'Internet of Everything. Donc l'Internet de tout. C'est-à-dire là, vous pouvez imaginer une brosse à dents qui est connectée. Vous pouvez, c'est-à-dire là, un panneau solaire, un panneau ici de feu ou bien de signalisation qui est connecté. Donc un manomètre ou ici qui mesure soit la pression, comme ça, qui est connecté. Donc on ne parlera pas des caméras IP, vous voyez, tout ce que vous pouvez imaginer maintenant, il est connecté. Donc on peut donc, dans le futur, il y aura beaucoup de choses qui seront connectées. Donc, voilà un peu Mais une solution, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une solution IoT, voilà son architecture type. Donc, vous avez les objets. Donc, vous pouvez avoir une lampe, par exemple. Donc là, il a besoin de ce qu'on appelle une gateway.
Donc, l'objet, il connecte avec le hub ou bien avec la gateway. Et la gateway, via Internet, vous avez l'objet qui se connecte vers la gateway. Et la gateway, via Internet, va envoyer ces données pour les stocker sur le cloud, donc sur des data centers. Et puis, il y a des applications qui sont développées pour exploiter et analyser ces données-là. Donc, voilà un peu, grosso modo, une solution IoT. Bien sûr, il y a beaucoup de technologies. Il y a ce qu'on appelle le NFC. Donc, parce qu'il y a des protocoles pour communiquer, surtout ce qu'on appelle le NFC. C'est pour les badges qu'on utilise par exemple dans une, je ne sais pas, pour accéder à une chambre d'un hôtel, on utilise une carte à proximité, donc ils utilisent le protocole NFC. Vous avez aussi le Bluetooth Low Energy, parce qu'il ne faut pas consommer, vous avez Zigbee, donc ce sont des communications radio qui sont dédiées à la domotique. Donc au niveau des solutions de domotique, on va trouver beaucoup plus de technologies comme Zigbee. Vous avez aussi des protocoles pour la moyenne portée, surtout le Bluetooth tout court, ce n'est pas le BLE. Vous avez le Wi-Fi qu'on a l'habitude d'utiliser. Vous avez le Z-Wave. Donc tout ça sont des... Et puis vous avez des solutions pour longue portée. Et bien ces solutions, comme les solutions, on a commencé par la 3G, après la 4G, la 5G, maintenant on parle de la 6G. Et donc ce sont des solutions qui sont capables de transmettre sur une longue distance une grande quantité de données donc, en haut débit. Et les technologies les plus qui consomment peu d'énergie, qui sont capables de transmettre une grande quantité, enfin, c'est-à-dire avec une faible consommation, même si la quantité de données il est un peu faible, mais un capteur généralement de température, on n'a pas besoin de relever la température toutes les secondes. Donc on peut mesurer la température chaque 10 minutes par exemple. Et donc vous voyez, la quantité de données qui est transmise, il est petite, mais le fait d'avoir plusieurs objets, c'est ce qui demande, bien c'est ce qui génère beaucoup de données, et ça devient du big data. Et donc les technologies les plus déployées, ce sont les technologies LoRa et la technologie aussi Sigfox. Donc il permet d'envoyer des données même à basse fréquence et à bas débit, mais pour les informations, c'est-à-dire parce que nous, on n'a pas besoin vraiment d'une grande vitesse pour avoir une grande quantité de données, ben, la technologie la plus adéquate, c'est Sigfox. Donc voilà un comparatif des différentes solutions qu'on peut utiliser pour interconnecter des objets entre eux. Et puis voilà, donc vous avez surtout le Wi-Fi. Donc il est capable, donc ça dépend de ce que vous utilisez, ce que c'est du 2,4 giga ou bien du 5 GHz. Donc sur une distance aux alentours de 100 mètres. Le Zigbee aussi, de 10 à 100 mètres, il utilise 2,4 giga. Vous avez LoRa, vous voyez, qui peut aller jusqu'à 25 km, surtout en outdoor, c'est-à-dire dans les milieux dégagés et en pleine campagne, par exemple. Vous voyez, on peut aller sur des transmissions. Et je pense, avec l'évolution, ça dépasse parfois les 25 km. Ça, là, c'est-à-dire c'est pour un débit garanti. Vous voyez, le Z-Wave, c'est sur parce que là, c'est beaucoup plus pour la domotique. Donc le Bluetooth aussi, le NFC, vous voyez, ça, quelques centimètres. Le Sigfox, regardez bien, 50 km. Et bien sûr, le 5G, le 6G, c'est un réseau mondial. Mais ces technologies, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas concurrentielles. Au contraire, elles sont complémentaires. Parce que là, ça dépend du domaine, ça dépend. Bon, si j'ai l'électricité, j'ai l'alimentation, je peux utiliser du Wi-Fi en local. Mais si dans une forêt, je dois installer mes capteurs, ben, il faut que j'utilise par exemple des capteurs LoRa parce qu'ils vont consommer moins d'énergie. Donc avec un petit panneau solaire par exemple, ou bien une petite pile, je peux alimenter mon capteur et puis il va me diffuser en permanence l'information. Donc voilà un peu une idée sur le market ou bien le marché de l'IoT. Donc parce que là, il y avait donc entre 2004 et 2014, donc c'était l'Internet. Observez bien un peu l'évolution, comment ça a évolué l'utilisation de l'Internet sur une Disney de 2004 à 2014.
Donc, à partir de 2006 jusqu'à 2016, c'était le mobile, hein, le téléphone, le smartphone, comment il a évolué. Mais observez bien, de 2015 jusqu'à 2025, comment ça a évolué l'utilisation des objets connectés. Donc, c'est très phénoménal. Maintenant, tout devient connecté. Donc, voilà, bon, mon exposé est pratiquement, il est très lent, mais vous avez tout sur les slides, parce que là, on m'a accordé 1 heure. On peut organiser d'autres sessions, si vous voulez. Et voilà, donc, des exemples de capteurs, enfin d'objets. Donc, vous voyez, des technologies pour la courte portée, à savoir, donc là, le Bluetooth, le Wi-Fi, le Zigbee, donc c'est beaucoup plus utilisé au niveau des solutions domotiques. Et là, pour l'industrie, regardez bien, on peut utiliser des technologies longue portée avec faible consommation, telles que LoRa, Sigfox, Narrowband IoT. Donc voilà, on peut les utiliser dans des, des compteurs d'eau, des compteurs d'électricité, pour mesurer les fuites, pour prévoir les inondations, des trackers et ainsi de suite. Vous avez aussi, par exemple, maintenant, avec la voiture autonome, avec les stations de visioconférence, avec des panneaux publicitaires, ben, on peut utiliser des technologies de longue portée avec haut débit, telles que la 4G, la 5G, le LTEM, parce que le LTE, c'est une technologie aussi basée sur le GSM, mais dédiée pour tout ce qui est objet mobile, donc Internet des objets. Sur ce, j'arrive à la fin de mon exposé. J'espère que j'étais clair et je vous rends la parole à Madame Lamia si jamais il y a des questions. Bon, normalement, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur ça, mais on peut toujours prévoir d'autres sessions. Sinon, j'arrive à la fin de mon exposé et je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Y a-t-il des questions sur le chat? Alors, je vais visualiser. Où est-ce que est le chat?